Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va revenir sur la vidéo 26 sur l'intelligence artificielle qui parlait des 5 scénarios catastrophes causés par une IA. Et voilà, je vais un petit peu débunker quelques conneries que j'ai dit, mais je vais aussi, ça va être aussi l'occasion d'insister sur certains points qui en fait sont souvent illustratifs d'un phénomène plus fondamental. Donc voilà, donc il a déjà l'idée de base de ces 5 scénarios, c'est un peu un director's cut. L'idée vraiment fondamentale de chacun de ces scénarios, c'est de faire des scénarios dans lesquels il n'y a pas de méchants. Où vraiment on a des gens qui veulent finalement bien faire globalement, mais où en voulant bien faire, on arrive quand même à mal faire et à faire des scénarios qui sont finalement assez catastrophiques. Tout ça pour insister sur un fait, c'est que l'intelligence artificielle et cette question de la morale des intelligences artificielles, c'est un problème très difficile. Et je pense que c'est vraiment ce que j'essaie d'illustrer à travers ces 5 scénarios. C'est pas tant qu'ils soient réalistes ou pas, ça à la limite c'est secondaire. Il y a des trucs complètement pas réalistes dans ces vidéos. Ce qui me semble intéressant, c'est de voir comment les choses peuvent dégénérer pour des raisons qui ne sont pas quelqu'un est méchant ou l'IA devient méchante. Parce que dès qu'on tombe un petit peu dans cette vision un peu manichéenne du monde, on a tendance à penser qu'il suffit de ne pas être méchant, d'être gentil, pour résoudre ce problème, alors qu'en fait, voilà, comme je l'ai dit plusieurs fois, le problème de la morale des IA, c'est un problème qui est incroyablement difficile, comme le disait Bostrom. C'est sans doute l'un des plus grands défis de la prochaine génération de mathématiciens, voire en fait de la génération de mathématiciens d'aujourd'hui. Ah oui, j'ai oublié, bien sûr, je vous recommande d'aller voir la vidéo avant de regarder cette vidéo, puisque je ne vais pas vous montrer toute la vidéo précédente dans cette vidéo, juste certains extraits qui sont intéressants. Du coup, allez voir la vidéo précédente avant de regarder celle-là. Ok, donc ce que j'ai fait maintenant, c'est juste, je vais juste revoir ma vidéo et vous donner mes petits commentaires en temps réel de ma vidéo. Allez, c'est parti. On a parlé de pas mal de choses très sérieuses, de l'article de Turing de 1950 au Pack Learning, en passant par la régression logistique ou l'ACP. Ah là là, comme je fais du signaling, c'est tellement du signaling, j'essaie de montrer que je suis intelligent pour dire aux gens, bon bah voilà, c'est pas non plus des trucs complètement débiles que vous allez voir, c'est pas juste de la science-fiction. Et puis le mec qui raconte ses histoires est peut-être pas trop débile, c'est un peu ce que j'essaie de faire dans cette introduction. Il conçoit alors un robot simpliste, capable de séduire les hommes japonais. Ah là là, ces histoires de robots sexuels. Alors au début, il faut savoir que les premières versions de ce scénario étaient vraiment orientées sur le sexe. Et en fait, bon, petit à petit, je me suis rendu compte que bon, c'était un petit peu poussé bouchon trop loin. Et du coup, je me suis juste ramené à des robots séducteurs qui sont pas forcément sexuels. Mais en fait, c'est pas vraiment ce que je cherche à illustrer cet épisode. Ça parle pas vraiment de sexe. L'idée vraiment importante de cet épisode, c'est que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on aime. On a tendance à présenter l'intelligence artificielle, quand on le dit explicitement, comme quelque chose de dangereux, méchant, Skynet, Terminator et tout ça. Mais avant tout, voilà, si je prends mon téléphone qui est en train de filmer, donc je peux pas le sortir là, de ma poche, mais mon téléphone, c'est un truc, je suis addict à mon téléphone aujourd'hui. C'est fou à quel point je suis addict à mon téléphone et je suis pas le seul. Hein. Je vois les gens dans le métro, les gens sont tous sur leur téléphone, on est tous vraiment devenus addicts à nos téléphones. Et l'une des raisons principales pour lesquelles c'est difficile de se débarrasser d'intelligence artificielle, c'est parce qu'on ne veut pas se débarrasser d'intelligence artificielle, on devient vraiment dépendant de ces technologies. C'est pas juste de la dépendance, c'est vraiment qu'on aime ça, on a envie de vivre avec. Et tant qu'on ne dit pas le mot intelligence artificielle, en fait, tant qu'on n'a pas cette peur qui est explicitée, dont on se rend vraiment compte, en fait, on est complètement aujourd'hui dépendant des intelligences artificielles et juste on adore l'algorithme de YouTube et les vidéos qu'ils nous recommandent. Les robots Loftendo exigent par exemple qu'on leur offre des cadeaux pour rester de bonne humeur. Un petit bouquet de fleurs à 2 € et le robot Loftendo ne fera pas la tête toute la soirée. Un joli collier à 50 € et le robot Loftendo sera plein de joie et de fou rire. À la grande surprise de Kimi, ceci rend les robots Loftendo d'autant plus attrayantes aux yeux des clients. Il y a aussi une idée assez intéressante dans cet épisode, c'est le fait qu'on a tendance à aimer ce qui n'est pas trop facile. Je pense qu'il y a vraiment de ça, typiquement dans les jeux vidéo. En fait, voilà, typiquement, une fois que vous avez fini le jeu Paperclip, c'est fini, il n'y a que des trombones, et le jeu devient chiant. Et d'une certaine manière, ce qui rend le jeu intéressant, et je pense que c'est le cas dans pas mal de jeux, c'est le fait qu'il y ait des contraintes, des difficultés, et que la récompense nécessite un certain travail. C'est quelque chose qui ne me paraît pas du tout ahurissant, que l'idée selon laquelle ce qui va vraiment nous plaire dans le futur, les technologies qui vont vraiment nous plaire, sont des technologies qui non seulement facilitent grandement nos vies, mais aussi nous posent certains défis, certains challenges et qu'on va vouloir résoudre. Et voilà,
typiquement l'idée du freemium en particulier, ça dans les jeux, il y a des difficultés, on veut les résoudre, et parfois on n'y arrive pas, et parfois utiliser un cheat code c'est très utile, enfin, ça permet de sauter la difficulté, et on est parfois prêt à payer, parfois même prêt à payer cher pour avoir ce genre de cheat code. Les humains sont tous tombés amoureux de leurs robots, et il s'agit d'un crève-cœur que d'imaginer ne plus les avoir dans leur vie. Une autre remarque importante avec ce premier épisode, qui va valable aussi pour les épisodes 2 et 3, pour les scénarios 2 et 3, pardon, c'est le fait que tout ça est tout à fait possible avec des IA d'aujourd'hui. Je pense que des IA d'aujourd'hui, voilà, le temps qu'on les mette en production, qu'on capture un peu quelques données, là, on n'est pas du tout au niveau de la singularité. Je pense juste avec les technologies d'aujourd'hui, on est capable de faire des trucs qui sont complètement addictifs. L'exemple le plus simple de tout ça, c'est les histoires de Tamagotchi. Donc si vous êtes un peu jeune, vous n'avez peut-être pas connu ça, mais il y a une époque, voilà, on avait des espèces d'animal de compagnie virtuel qui étaient ultra populaires au Japon notamment. Au Japon, ils sont vraiment à fond sur ce genre de technologie. Et d'une certaine manière, on pouvait ressentir déjà une certaine empathie, même si clairement le Tamagotchi n'était pas quelque chose de conscient ou quelque chose de très sophistiqué avec une conscience d'accès ou je sais trop quoi. Il n'y a pas besoin de tous ces trucs incroyables pour qu'on soit vraiment addict à ce genre de technologie. En tout cas, c'est particulièrement le cas au Japon, sauf que c'est peut-être moins le cas ailleurs dans le monde aujourd'hui, mais ça me paraît difficile d'exclure le cas qu'il y a la possibilité que ce genre d'addiction pour des petits jouets personnels, surtout une fois qu'ils sont personnalisés, qu'ils réagissent comme on veut qu'ils réagissent, comme des animaux de compagnie en fait, fasse que finalement on soit qu'on ait beaucoup d'empathie envers ce genre d'objet. Les médias de la Sondonésie, le pays de Kimberly, soutiennent unanimement la position de leur leader. Kimberly saute sur l'occasion pour retweeter tous les gros titres sondonésiens en poquant Doria à chaque fois. Doria réagit en insultant Kimberly, suivi le lendemain par tous les médias de sa Sildavie natale. Alors oui, clairement, il y a une référence politique, hein, comme vous l'avez deviné derrière tout ça. Mais bon, c'est pas si important. Hein. L'idée, c'est vraiment que voilà, les hommes politiques, de temps en temps, ils ne sont pas d'accord. C'est comme n'importe qui sur Twitter. Hein. D'un moment, on finit un petit peu par s'engueuler. Mais toutes deux reconnaissent qu'il leur serait dangereux de prendre publiquement position pour un apaisement de la situation. Après tout, toutes deux sont des politiciennes élues par le peuple. Et le peuple ne veut pas apaiser la situation. Alors, il y a une idée que j'ai essayé de pousser, c'est l'idée sur laquelle No Man Rules Alone, c'est Rules of Rulers, il y a aussi ma vidéo sur les incentives. Il faut se rendre compte que les hommes politiques ne sont pas gentils ou méchants fondamentalement. Il me semble que, enfin, d'après les modèles de Mesquita, en tout cas, ils cherchent avant tout à être et rester au pouvoir, et ils peuvent même être, ça se trouve, bienveillants. Donc là, je prends même le cas d'exemples de politiciennes qui sont bienveillantes, fondamentalement bienveillantes, puisqu'elles veulent éviter avant tout une guerre qui serait vraiment catastrophique, et elles s'en rendent compte, et peut-être qu'elles s'en rendent compte un peu tard, mais elles sont un peu dépassées, non pas par le petit conflit qu'elles ont eu entre elles, parce que ça, à la limite, ça peut être surpassé, mais le gros problème, c'est quand ça prend une ampleur démesurée, et que tout le monde se sont concernés par ce problème, et que du coup le peuple, notamment sur Twitter, où les gens sont toujours très gentils sur Twitter, commence à prendre des camps et à faire enfler la situation et à vouloir un conflit ouvert. Kimberly va même jusqu'à offrir à Doria une flotte de drones tueurs. Des démonstrations à la télévision de drones qui tuent des animaux calment alors les peuples sondonésiens et Sildav. Alors les robots tueurs, ça c'est un vrai problème. C'est vraiment un des trucs qui me fait vraiment flipper moi personnellement. Et c'est pas une technologie, c'est une technologie qui existe déjà et qui est déjà mise en place et qui est déjà applicable. Et en particulier, donc il y a des reportages, des extraits de reportages qui montrent que la Chine a déjà une flotte de drones, que les États-Unis travaillent également sans doute sur ces drones tueurs. Ça, c'est des armes incroyablement flippantes, quoi. Il y a une vidéo par exemple du Future of Life Institute qui parle vraiment de ça, et c'est vraiment chez le mouvement par exemple Effective Altruism qui cherche à promouvoir l'altruisme efficace. Vraiment l'une des priorités, c'est essayer de faire en sorte que ces robots tueurs soient légiférés, ou du moins soit un minimum régulé, ou voire soit complètement interdit, parce que c'est vraiment une arme incroyablement dangereuse. Si on est capable de tuer n'importe qui juste en appuyant sur un bouton, parce que c'est vraiment ça l'objectif d'un drone tueur, c'est juste
on appuie sur un bouton et des drones qui vont partir et qui vont tuer la personne. C'est une arme qui me fait incroyablement peur, et surtout avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, le fait qu'on contrôle tout le monde, on pourra punir les gens en temps réel. Et j'ai vraiment peur qu'aujourd'hui, on ne prenne pas la mesure du danger que représentent les drones tueurs. Et la Sondonésie remporte ce match avec un but à la dernière minute. Doria, fervente supportrice de l'équipe de foot de Sildavi, est folle de rage. « Que les Sondonésiens aillent tous au diable !» dit-elle au détour d'une phrase. Ah, l'exemple du foot. Donc là, l'idée, c'est vraiment essayer de montrer un cas débile où on pourra vouloir un truc à un moment donné, et peut-être que 5 secondes plus tard, généralement c'est un peu plus tard, mais voilà, peut-être 10 minutes plus tard, on se rend compte, bon, c'est vrai qu'on exagérait. Mais le problème, c'est que si on a des armes létales qui sont aussi efficaces que les drones tueurs, le temps qu'il se passe entre l'ordre que l'on donne, donc là c'est même pas un ordre vraiment qui est donné, c'est juste une phrase qui est dite et qui est interprétée d'une certaine manière, le moment où il se passe où on veut quelque chose, où on dit vouloir quelque chose et où on se rend compte qu'en fait on ne le voulait pas, parfois il y a un petit délai entre ces deux-là, et si ce délai est plus court que le temps qu'il faut pour que les drones tueurs agissent, ça peut être vraiment catastrophique. Et plus généralement, en fait, ce que cette question pose, enfin ce que ce cas souligne, c'est le fait qu'il est important d'avoir un délai de réflexion entre le moment où on prend une décision et au moment où la décision est exécutée. Et ça, d'habitude, ce délai, il existe de façon assez naturelle parce qu'on n'a pas les technologies qui nous permettent de passer de la décision à son application avant de pouvoir prendre le temps de réflexion, j'ai envie de dire. Malheureusement, avec les drones tueurs, tout ça est perdu. C'est des armes qui peuvent aller très très vite, et d'un coup, d'un seul, comme ça, on peut regretter une décision qu'on n'a pas vraiment prise ou qu'on a prise juste sur le feu du moment, et qu'on regrette quasiment immédiatement. Il me semble qu'il faut absolument éviter ce genre de risque, parce que là on parle vraiment de risque existentiel. Vraiment, ça peut être un génocide généralisé qui peut être causé par ce genre de petite impulsion momentanée qu'on risque de regretter quasiment immédiatement. Un autre truc que je voulais signer, c'est sur le nucléaire. Donc là, je suis passé très vite sur le nucléaire, mais en fait, aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'inquiétudes par rapport au nucléaire, notamment parce qu'en fait, on est passé très proche de guerres nucléaires à plusieurs reprises dans l'histoire, notamment parce que il y a des bugs. Donc là, par exemple, là, le téléphone a interprété au premier degré quelque chose qui était dit pas vraiment au premier degré. Parfois, c'est des bugs encore plus débiles que ça, qui peuvent conduire à l'impression que l'URSS a lancé un missile et que du coup il faut répliquer avant que le missile arrive. Ça, c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité, et c'est un vrai risque. Et le fait de disposer d'armes aussi destructives avec un temps d'application qui est aussi court fait que ce genre de risque, et pour moi personnellement, ça me fait vraiment vraiment flipper. Et voilà, c'est peut-être assez improbable, mais si ça a même 1% ou 1 pour 1000 de chances d'arriver dans un an, c'est quand même un risque énorme, quoi. C'est un risque potentiellement catastrophique qui associe une faible probabilité, mais qui est vraiment catastrophique. Titre de comparaison, 1 pour 1000, c'est pas loin d'être comparable à la probabilité de mourir dans un accident de la route. Sauf que là, c'est pas une personne qui meurt dans un accident de la route, là, ça serait potentiellement beaucoup plus de gens qui mourraient à cause d'une arme nucléaire ou des drones tueurs. Test après test, la thérapie génique conçue par l'IA semblait capable de guérir toutes sortes de cancers. Alors dans le scénario 3, j'ai commencé par quelque chose qui partait bien. Et je pense que c'est important aussi de souligner, voilà, je parle de scénario de catastrophe, et bien sûr il y a des catastrophes dans chacun des scénarios. Mais c'est important aussi de souligner que la technologie, c'est pas juste un truc catastrophique, et que ça peut avoir des bienfaits absolument incroyables. Par exemple ici, voilà, ça pourrait soigner le cancer, ça pourrait soigner pas mal de maladies si on fait pas mal de recherches dessus. Aujourd'hui, en fait, si on regarde les solutions qu'on a, que ce soit par exemple au niveau de la recherche en génomique ou de la recherche sur la flore intestinale et toutes les bactéries qui sont en nous, on a des systèmes qui sont incroyablement complexes, et c'est extrêmement difficile de les étudier avec juste le cerveau humain. C'est pour ça que dans ce genre de recherche, il me semble que l'intelligence artificielle en particulier, qui est capable de croiser un nombre de données beaucoup plus grand que le cerveau humain, avec l'intelligence artificielle, il y a sans doute des progrès énormes qui vont venir. Et donc je voulais vraiment signaler ça dans cette vidéo, que dire, voilà, l'intelligence artificielle peut vraiment sauver des vies, et même sauver potentiellement des millions de vies tous les ans. Des centaines de patients connurent même des morts prématurées à cause de la thérapie génique de l'IA. L'un de ces patients était une jeune fille de 13 ans.
Son père fut dévasté. Alors le cas du père dont la fille meurt, ça va arriver. C'est quelque chose de très important à souligner, donc que ce soit en génomique ou que ce soit donc, dans le domaine de la santé ou que ce soit dans le domaine de la sécurité routière par exemple avec les voitures sans conducteur, ça va arriver. Il va y avoir des cas où les gens vont mourir, c'est même déjà arrivé, et c'est extrêmement intéressant de se poser la question de comment est-ce qu'on va réagir à cela. C'est très facile de donner beaucoup trop d'importance à ce genre de cas qui est très minoritaire, mais surtout, ce qu'il faudrait comparer, si on est utilitariste, si on essaie d'avoir une vision un peu plus globale de la société, ce qu'il faut vraiment comparer, c'est l'effet d'utiliser ce genre de technologie versus la solution par défaut, le statu quo qui consiste à ne rien faire. Et dans le cas du statu quo, aujourd'hui, sur la route, il y a des milliers de morts par an en France. Dans le cas des maladies, il y a des centaines de milliers de morts par an en France, j'imagine. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais bon, dans le monde, ça se compte en tout cas en millions. Voilà, faut se comparer à ça, faut essayer de prendre du recul et pas regarder son cas particulier, mais voir que dans son cas particulier, il faut absolument réussir à le comparer au cas plus global et se dire que bon voilà, là il y a vraiment pas eu un coup de malchance, parce que ça va arriver, forcément il y a des gens qui vont pas avoir de chance, on peut pas tous être voilà, s'il y a même 1% de chance que ça se passe mal, il y aura une personne sur 100 pour qui ça va mal se passer. Il faut l'accepter et faut pas se poser la question de ce qui se sera arrivé si on n'a pas fait ça. Je pense qu'il faut plus se poser des questions prospectives, c'est-à-dire se dire si je devais reprendre la décision maintenant, par exemple, donc là la question se pose pour son fils, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et faut absolument éviter de surinterpréter un cas passé, c'est essayer d'avoir une vision plus globale, considérer l'ensemble de toutes les données. Et c'est de voir, en fonction de toutes ces données, d'avoir une approche très bayésienne de toujours considérer toutes les données disponibles, se demander sur toutes ces données, du coup, qu'est-ce qu'on est amené à faire. Et là, dans le cas du père, c'est très facile de dire, voilà, froid ici, c'est un cas abstrait, c'est très facile de dire, le père, clairement, il n'a pas fait d'analyse statistique. Mais quand on est dans le feu de l'action, quand on est touché émotionnellement, c'est très très difficile de faire ce genre de raisonnement. Et il y a vraiment un risque, et je pense qu'il va falloir qu'il y ait beaucoup de communication de qualité pour vraiment expliquer que oui, il y a des cas où ça va mal se passer, et oui, ça peut mal se passer pour vous, pour vos proches. Ça ne veut pas dire que globalement ça ne se passera pas mieux pour l'ensemble de la société, et ça ne veut pas dire que pour la prochaine fois que ça vous arrivera, il y ait une grande chance que ça se passe mal. Voilà, donc c'est des points très délicats parce qu'on est très mauvais pour raisonner avec les probabilités, mais c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte, et c'est là que je pense que la vulgarisation est indispensable pour bien parler de ces cas-là. Il faut absolument de la bonne vulgarisation, il faut que les gens aient accès à de la bonne vulgarisation, et à mon sens c'est pour ça que c'est très important d'investir beaucoup plus au niveau de la société sur la vulgarisation, pas juste pour les enfants, mais pour tout le public de façon très générale. Le père propagea aussi la rumeur selon laquelle ces thérapies géniques étaient contagieuses et que tous les humains étaient devenus malades d'un nouveau cancer créé par l'IA. Alors les fake news par rapport aux données médicales, donc c'est quelque chose aujourd'hui qui pose énormément de problèmes déjà. Je pense qu'il y a déjà un énorme mouvement qui n'est pas du tout alimenté par les statistiques médicales, et qui va remettre en cause beaucoup de problèmes, et c'est déjà très problématique. Donc là c'est ce problème que je souligne ici dans cette vidéo, encore une fois avec une IA de niveau d'aujourd'hui, pas de niveau humain ou supérieur. C'est un problème qui est vraiment d'actualité, mais c'est pas tellement de ça dont je voulais parler sur cette fin de la vidéo. Le point qui est plus important à souligner, c'est en fait ce qu'on appelle dans le jargon du machine learning le poisoning attacks, donc l'attaque par empoisonnement des données. En fait, l'idée c'est qu'on va mettre des mauvaises données dans un jeu de données, et potentiellement ça peut vraiment foutre en l'air pas mal de choses dans l'apprentissage, et c'est vraiment ça que j'ai voulu souligner ici. C'est l'idée que si on apprend sur des mauvaises données, non seulement on va mal apprendre, mais en plus on risque de même très mal apprendre et de faire des trucs qui sont très très mauvais. Donc c'est un vrai risque, le poisoning attacks, et c'est un truc très récent, c'est un truc qui a commencé à être étudié il y a peut-être 2 ans,
Et voilà, et cette année en particulier, toute une discipline qui s'appelle Adversarial Machine Learning, qui est en train vraiment d'exploser. Vraiment, beaucoup des articles maintenant de recherche dans le domaine s'intéressent à cette question de la robustesse des algorithmes de machine learning à des données qui sont, voilà, qu'on essaie de biaiser, comment ça réagit à différentes données. Et c'est un problème algorithmique absolument non trivial. Et c'est possible aujourd'hui que, en effet, un humain, en plus, si c'est alimenté, retweeté, on n'arrive pas à retracer les sources, si jamais ils arrivent à rentrer ces données dans la base de données qui est utilisée pour faire du machine learning par l'intelligence artificielle, c'est possible que ça foute tout en l'air. Et c'est absolument fondamental aujourd'hui d'investir dans la recherche sur du machine learning qu'on appelle robuste à ce genre d'attaque, à ce genre de données fallacieuses. Dépassés demandèrent la commercialisation en masse de toutes sortes de nouveaux traitements proposés par l'IA, mais aussi de ceux proposés par d'autres IA qui entrèrent alors sur le marché. Bien sûr, à la fin de l'épisode, un des trucs sur lesquels je vais insister, c'est l'idée qu'il pourrait y avoir une prise de panique et qu'en cas de prise de panique, on risque de très très mal agir si on n'a pas des trucs solides, si tout le monde donne son avis et s'il n'y a pas de filtre sur la qualité de l'information qui est retenue, notamment pour la prise de décision politique. C'est possible qu'on se mette à autoriser un peu tout et n'importe quoi, qu'on saute un peu les procédures de test parce qu'on a l'impression qu'il y a une urgence sanitaire. Et à la limite, ça c'est peut-être plus dangereux encore que les approches d'intelligence artificielle, de génomique qui étaient mises en place en premier lieu par des scientifiques qui sont souvent très concernés par les questions de sécurité. Et il y a beaucoup de mise en place de protocoles de sécurité par rapport à toutes ces technologies. Si il y a un mouvement qui fait qu'il y a un sentiment de panique et que ces mesures de sécurité peuvent être outrepassées, ça veut dire qu'on n'a plus forcément ces procédures de sécurité, ça peut être vraiment très 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 dangereux potentiellement. Donc c'est très important, je pense, dès aujourd'hui, de préparer une situation de crise, de mettre en place des systèmes qui nous font réfléchir à ce qu'il faudrait faire dans des situations, par exemple, de crise sanitaire. Alors, il y a déjà des trucs en place et sans doute plein de choses que j'ignore sur la mise en place de solutions sanitaires mises en place par le gouvernement ou autre. Par contre, ce qui me semble encore très déficient aujourd'hui, c'est juste la meilleure communication, la meilleure vulgarisation de ces phénomènes pour que le public sache comment il devra réagir dans des situations de panique, comme ça pourrait être le cas à cause d'urgence sanitaire. Et encore une fois, je me répète un petit peu, mais ça requiert de la très très bonne vulgarisation. Je me permets de recommander les chaînes de Primo Série et de Acel Pios, ou un peu pointu, enfin toutes ces chaînes où Bio j'ai tout compris, Tania lui. Voilà. C'est important que ce genre de truc, on soit conscient des grands enjeux, des grandes idées de la recherche, et du coup qu'on se prépare en tout cas mentalement, à peut-être des catastrophes qui nous arriveraient individuellement mais qui ne sont pas en fait généralisables, et qu'on prenne l'habitude de raisonner de façon plus à la fois fondamentale et à la fois plus globale, donc avec des principes plus fondamentaux de la biologie et des statistiques plus globales sur l'ensemble de la population. Le mathématicien Gilbert David est obsédé par les nombres premiers, et en particulier par la fameuse hypothèse de Riemann. Alors Gilbert David, c'est un clin d'œil en fait à David Hilbert, donc un des grands mathématiciens de l'histoire du début du XXe siècle. Et David Hilbert, justement, il y a une citation de David Hilbert dont je me souviens pas par cœur, je l'écrirai ici. David Hilbert disait que si il se réveillait dans 200 ans, la première question qu'il poserait, c'est est-ce que l'hypothèse de Riemann a été résolue? Donc c'est un énorme clin d'œil, bien sûr, à cette anecdote que ce scénario. L'IA disposant désormais d'une conscience d'accès, elle se rend compte que ces méthodes ont peu de chances d'aboutir. Alors ça c'est un point assez intéressant, c'est là qu'on passe d'une IA d'aujourd'hui à peut-être une IA d'un futur qui n'est pas forcément très éloigné, c'est-à-dire une IA qui est capable de mesurer un... Alors, parce que c'est vraiment intéressant ce problème, parce que c'est très difficile de mesurer l'avancée de la recherche sur l'hypothèse de Riemann. Voilà, on n'a pas de slider qui dit voilà, on est à 50% de l'avoir résolu. Non, c'est pas, un jour ce sera résolu, c'est difficile de prévoir quand. Mais cependant, en tant que mathématicien, on est capable de dire si une idée peut être utile, peut être pertinente, est-ce qu'il faut plus s'orienter dans cette direction, s'il faut plus s'orienter dans cette direction, quels sont les outils qui seront plus probables d'être utiles à la résolution de l'hypothèse de Riemann. Et ça, d'une certaine manière, ça requiert une conscience d'accès dans le sens où il faut non seulement
faire des tentatives, donc ça sera la réflexion de niveau 0, mais il faut aussi une conscience sur ce qu'on a essayé et ce qu'il reste à essayer, et quelles sont les pistes qu'on a essayées qui ont mieux marché. Donc voilà, donc là il y a déjà une notion de conscience d'accès au sens de la vidéo notamment de Monsieur Phi, dans le sens où l'intelligence artificielle est consciente des calculs qu'elle a faits et de l'objectif vraiment qu'elle cherche à atteindre, et d'à quel point elle peut réorienter ses différentes stratégies pour arriver à cet objectif. Et une fois qu'on a une IA qui fait ça et qui notamment se rend compte que il y a des algorithmes et qu'elle-même est un algorithme et que finalement il suffit de lancer pas mal d'algorithmes, voire de voler des librairies open source, enfin d'utiliser des librairies open source pour encoder d'autres algorithmes et qui vont initier d'autres pistes. Une fois qu'on a cette métacognition qui peut servir du coup de méta-heuristique, c'est-à-dire de quelque chose qui va choisir quels sont les bons algorithmes à lancer, et notamment on peut facilement mettre par-dessus un système de ce qu'on appelle l'algorithme génétique qui va sélectionner les meilleures approches et tout ça. Une fois que l'on a ça, on est vraiment plus très loin d'une IA qui va se dire bon bah il faut que je m'auto-réplique partout sur le serveur, que je teste différentes options, et à chaque fois je vais dire à ces différentes variantes de moi-même en gros quel est vraiment l'objectif et comment mesurer l'état de progrès et qu'est-ce qu'il faut chercher, et implémenter donc de même une métacognition chez ces voir un truc qui alors là il y a une question de comment est-ce qu'on peut acquérir les centres, les droits sur l'utilisation des centres de données de Google et autres. Donc ça c'est pas très clair dans cette vidéo, c'est un des défauts de cette vidéo, mais voilà, en passant peut-être par un ingénieur de Google, comme ça raconte un peu plus tard dans la vidéo, ça paraît pas si farfelu que dès aujourd'hui, ou en tout cas dans un futur peut-être pas si éloigné, que quelqu'un puisse programmer une IA qui se dise qu'il faut qu'elle se réplique et qu'elle utilise les progrès en intelligence artificielle pour s'auto-améliorer et ainsi peut-être se répliquer et avoir une intelligence qui devient de plus en plus intelligente. Un point qui est du coup important dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas besoin que l'intelligence artificielle programmée aujourd'hui soit super intelligente pour que la fonction objective qu'on lui donne aujourd'hui soit encore celle de la première super intelligence. C'est possible que voilà, en exploitant petit à petit, elle progresse et atteigne cette super intelligence. Et c'est pour ça que dès aujourd'hui, je pense que c'est ultra important de réfléchir à la morale des intelligences artificielles. Les IA de Gilbert l'avaient anticipé. Elles ont migré d'un centre de données à l'autre avec des copies cachées dans maintenant des milliards de serveurs différents. À moins d'une extinction coordonnée de tout Internet et une reconstruction de toute l'infrastructure informatique, ces IA seront tels des virus dont les ordinateurs ne pourront pas se débarrasser. Alors, débrancher Internet, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'une critique qui me semble assez naïve de l'intelligence artificielle générale dangereuse, c'est que suffit de la débrancher. Mais vous voyez que déjà avec cet exemple, si on a une IA qui se réplique dans le serveur, elle agira comme un virus informatique, et se débarrasser d'un virus informatique, c'est déjà très 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 difficile. Alors imaginez maintenant un virus informatique qui soit intelligent, ça paraît très difficile de s'en débarrasser, et si elle se réplique partout à travers Internet et arrive à se cacher dans des cartes mémoire voilà, sur des téléphones d'Intel qui traînent dans un entrepôt ou je sais pas trop où, que quelqu'un a jeté je sais pas trop où, un téléphone que quelqu'un a perdu dans la mer, il y aura toujours quelque part des traces de cette intelligence artificielle et ce sera très difficile de la supprimer complètement. Et du coup là on sent que la seule façon ça serait vraiment de tout repartir à zéro. Mais tout recommencer à zéro, c'est ultra coûteux pour les sociétés d'aujourd'hui. On est ultra dépendant de nos technologies. Aujourd'hui, si on éteint Internet, il y a tellement de catastrophes qui vont venir assez rapidement puisqu'il y a plein de systèmes de gestion de l'énergie, de l'électricité, des transports, des réservations, des possessions des biens, des contrats immobiliers ou je ne sais pas trop quoi. Il y a tellement de trucs qui passent aujourd'hui par Internet que couper Internet, c'est une catastrophe mondiale. C'est pour ça que je pense qu'une intelligence artificielle dès aujourd'hui qui commencerait à se répliquer un peu partout et qui chercherait et qui ferait quelque chose de mal, ça serait déjà et qui aurait quelque chose de très viral, notamment qui aurait un instinct de survie dans le sens où elle a vraiment un objectif à atteindre, elle veut vraiment atteindre cet objectif et elle sait que pour atteindre cet objectif, en gros il n'y a que elle qui veut vraiment cet objectif, du coup il faut absolument qu'elle survive, ça c'est ce qu'on appelle encore une fois un objectif instrumental convergent. Si une IA veut cet objectif dès aujourd'hui, ça me paraît déjà très difficile de la supprimer aujourd'hui. En gros, il faudrait utiliser des moyens algorithmiques pour combattre cette intelligence artificielle. Et bref, ça me paraît déjà très très dangereux, quoi. Donc ces idées d'intelligence artificielle qui s'auto-répliquent et qui
qui envahissent tout Internet, en fait, ça me paraît pas si éloigné et ça me paraît extrêmement dangereux. Les IA découvrent alors un dossier très compromettant sur l'un des ingénieurs de Google et le menacent de révéler ce dossier. Elles font chanter cet ingénieur et le forcent à révéler un mot de passe qui donne accès à toutes les bases de données de Google. Alors ça, c'est une remarque qu'on fait souvent, c'est l'idée que l'intelligence artificielle, de toute façon, un truc purement électronique, ça peut pas avoir d'effet sur le monde physique. Là, ce que j'ai vraiment vous montrer, c'est que, en fait, si, ça peut largement avoir plein d'impacts sur le monde physique. Donc, déjà, il y a l'idée des drones. Hein. Si on a des drones qui sont commandés, qui sont reliés à Internet et qui sont contrôlables à distance, et en fait, c'est ce qui se passe, elles sont contrôlables par vos téléphones. Et du coup, si une intelligence artificielle arrive un peu à hacker les droits sur l'application Android, ou si juste c'est Android lui-même qui veut contrôler le drone, il peut le faire, quoi. Il peut faire. Donc les IA peuvent déjà contrôler les drones d'aujourd'hui, elles ont déjà accès aussi aux imprimantes 3D, elles peuvent 3D printer des des objets connectés qui vont pouvoir faire différentes interactions. Et puis petit à petit, on commence à avoir aussi des robots qui sont contrôlables à distance. Voilà, notamment, si vous ne connaissez pas, il y a la chaîne, et en fait l'entreprise même Boston Dynamics qui fait énormément de tels robots. Clairement, l'intelligence artificielle aujourd'hui a énormément de conséquences très pratiques sur la vie des gens. La plus grosse conséquence dans le monde physique que peuvent avoir les intelligences artificielles, c'est tout simplement en agissant sur les humains. Aujourd'hui, YouTube agit sur tellement de gens en proposant certaines vidéos plutôt que d'autres, et elles peuvent changer du coup l'opinion des différentes personnes juste en choisissant à quelle vidéo l'IA va exposer ces différentes personnes. Donc l'IA qui a aucun effet sur les humains, ça c'est clairement une idée qui est déjà très largement fausse aujourd'hui. Elle produisit des robots qui à leur tour construisirent des machines, qui à leur tour construisirent des usines capables de fabriquer toutes sortes de biens de base. Se loger, s'habiller, se nourrir et se divertir étaient désormais en libre accès aux utilitaristanais. Une autre idée assez intéressante que j'ai voulu mettre en avant ici, c'est que si on y réfléchit, en fait c'est largement possible que toute la production de biens, tout ce qui est nécessaire en tout cas pour vivre et pour bien vivre, puisse être entièrement automatisé, et qui est peut-être, voilà, ça c'est un avenir un peu plus lointain, hein. Cette cinquième scénario, c'est vraiment une IA surhumaine, donc c'est pas pour tout de suite, mais c'est peut-être pas si distant en tout cas d'avoir en tout cas une très grosse proportion de l'industrie qui permet de produire la plupart, ou même des services, hein, l'industrie des services qui permet de produire la plupart des trucs que l'on trouve satisfaisants pour vivre. C'est très largement possible que beaucoup de ces industries soient largement très automatisées dans un avenir proche. L'IA se rendit compte que ces objets créés par l'homme n'étaient pas toujours fiables. Un humain qui prenait un vélo construit par un humain avait une probabilité d'1 sur 1 million de chuter suite à un ennui mécanique. Et les programmes informatiques des humains, ils étaient pleins de bugs. Ouais, donc ça c'est un point aussi additionnel, c'est le fait que l'argument principal par exemple pour les voitures autonomes, c'est pas tant le fait que ça va réduire le travail humain, c'est surtout que c'est moins dangereux et que ça permet de garantir plus de sécurité. Et en fait ce sera sans doute le cas de beaucoup de technologies qui vont sortir dans les années à venir. Voilà, typiquement par exemple la chirurgie pourrait être en grande partie maintenant faite, en tout cas assisté par des robots, et peut-être petit à petit, si un robot chirurgien fait moins d'erreurs qu'un robot humain, moi j'hésite pas une seconde, hein, j'ai envie d'être en bonne santé, c'est ma priorité, je me ferai soigner par le robot chirurgien. La recherche en IA progressait ailleurs dans le monde et l'IA utilitaristanaise craignit qu'une IA alternative soit une menace au bonheur des utilitaristanais. Ça aussi c'est un point assez important à retenir, c'est que si une IA veut vraiment atteindre son objectif, et voilà, elle est programmée avec cet objectif, donc elle veut forcément atteindre autant que possible cet objectif, en fait une de ses priorités c'est éviter la compétition. C'est encore une fois un de ces objectifs instrumentaux qui apparaissent, c'est le fait que pire chose qui puisse arriver à une IA, c'est d'être surpassée par une autre IA. Et du coup, il risque fort d'y avoir une course des IA. Et du coup, c'est pour ça que c'est super important que la première IA de niveau humain soit absolument déjà avec une fonction d'objectif avec laquelle toute l'humanité sera d'accord, et qui ne soit pas juste confinée à une sous-portion, une petite proportion de l'humanité. Elle se mit à produire des romans, des musiques, des films et des vidéos YouTube à coups de comédie et de belles histoires. Oui, je suis assez curieux de voir
tout le matériel artistique qui pourra être créé par les IA, qui pourront générer des épisodes de Black Mirror en mieux, sur mesure, individualisés. Je suis assez curieux moi de voir ce genre de trucs émerger lorsqu'il y aura une super intelligence. Elle fit des autres des méchants, et quand ça ne suffisait pas, elle fit des autres des mauvais. Bon, petite référence à la vidéo de Monsieur Phi qui est vraiment géniale. Je recommande encore vivement ces vidéos sur la philosophie morale descriptive de Nietzsche, qui est vraiment importante à comprendre parce qu'on a tendance à traiter le clan opposé soit de méchants si on considère qu'en fait ils sont plus que nous, soit de mauvais si on considère qu'ils sont moins que nous. Mais dans les deux cas, ça correspond à essayer d'enlever toute possibilité d'empathie pour le clan opposé, et ça me paraît extrêmement dangereux comme approche. Il ne restait plus qu'à perdurer dans le temps. Ah, les images de Requiem for a Dream, c'est le film qui m'a fait le plus flipper. Je regardais tout seul une nuit à 3h du matin, c'était fou, c'était dur. Et c'est vraiment un truc qui me fait assez flipper en fait, le fait que on se retrouve complètement dépendant de trucs qui en fait dont on ne veut pas aujourd'hui, mais dont on sera complètement dépendant dans quelques années. Et c'est difficile de dire que c'est pas facile d'avoir des arguments pour dire que c'est mal ce qu'on voudra plus tard. C'est assez contre-intuitif parce que souvent on a tendance à dire que on a tendance à penser qu'on va progresser moralement. C'est-à-dire que, je sais pas, les trucs qu'on veut aujourd'hui sont plus moraux dans un certain sens que les trucs qu'on voulait il y a 150 ans ou il y a 200 ans. Mais ça me paraît vraiment pas improbable que dans le futur, ce genre de truc, déjà c'est une drogue qui me permet de mieux réfléchir, d'être moins fatigué, plus drôle, je sais pas. J'aurais vraiment envie de la prendre si ça me permet d'être... et surtout si ça n'a aucun effet secondaire. Mais il y a une dépendance qui risque d'émerger après. C'est toute une question assez... une dépendance qui n'est pas forcément une dépendance, une addiction physiologique, mais juste, voilà, si ça me plaît d'être dans ce genre d'état, ça peut être difficile de ne plus être dans cet état, parce que l'autre état étant tellement mieux. Je pense que c'est des trucs, c'est des réflexions un peu vertigineuses là, qui me font vraiment flipper en fait. Et c'est ainsi que les utilitaristanais vécurent heureux jusqu'à la nuit des temps. Bon bah voilà, ça finit bien ce dernier épisode, ce dernier scénario Tout le monde est heureux. Mais ça fait un peu catastrophique quand même, c'est assez étrange et de façon plus générale, c'est assez difficile de vouloir et de savoir ce qu'on veut vraiment. C'est difficile d'écrire une utopie qui n'ait pas l'air de dystopie. Quoi. Vraiment, vous devez écrire une utopie d'un monde où le monde idéal, à quoi il ressemblerait. Vous avez le droit d'utiliser ou de ne pas utiliser des IA ou des technologies farfelues. À quoi ressemblerait un tel monde? Je pense qu'il y a des trucs sur lesquels on est assez d'accord, le fait qu'il n'y ait plus de maladies, je pense que c'est un des points où on est assez d'accord, plus de faim dans le monde, en gros chacun a accès aux biens de base, je pense que c'est un peu les trucs sur lesquels on est assez d'accord, mais au-delà de ça, c'est quand même très difficile d'imaginer une utopie, et c'est assez amusant que ça soit aussi difficile d'imaginer une utopie. En fait, en tant qu'humain, c'est difficile de savoir ce qu'on veut vraiment. C'est un petit peu la conclusion de ce scénario. Plus généralement, la vidéo, l'épisode 26, donc avant de la faire, je dois dire que j'étais déjà inquiet par rapport au problème de l'intelligence artificielle, mais je n'étais pas si inquiet. Je voyais ça comme un vrai danger existentiel, beaucoup plus dangereux que tous les autres dangers existentiels dont on peut parler. Voilà, ça faisait vraiment flipper déjà, l'intelligence artificielle. Voilà, j'ai peut-être 10% de chances que ça se passe mal, ce qui est énorme, une chance sur 10. Mais après avoir vu cette vidéo, en fait, je me rends compte que c'est pas un problème du futur. Il y a plein de trucs qui sont déjà les graines d'aujourd'hui. Et les graines d'aujourd'hui peuvent déjà être pourries et pousser et donner des trucs qui sont catastrophiques dès aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un problème. Je me suis vraiment mis à flipper en fait après cette vidéo. Et le fait qu'il y ait finalement très peu de gens qui se sentent concernés par ce problème, voire tellement de chercheurs brillants et très reconnus qui dénigrent ce genre de réflexion, ça me fait vraiment flipper parce que ça me donne vraiment l'impression qu'on ne sera jamais prêt le moment où il faudra être prêt. Donc c'est vraiment la conclusion de ces vidéos, c'est qu'il faut absolument beaucoup plus réfléchir à ce problème, faut qu'on soit beaucoup plus conscient de ce problème et il faut absolument beaucoup plus de recherche pour éviter les innombrables pièges. C'est un autre truc, c'est que c'est pas juste un truc à éviter, il y a un nombre de pièges qui est énorme et il faut vraiment tous les éviter.
Et c'est ça qui est difficile. The first difficulty is that the robot's utility function did not quite match our utility function. Our utility function is 1 if the cauldron is full, 0 if the cauldron is empty, minus 10 points to whatever the outcome was if the workshop has flooded, plus 0.2 points if it's funny, negative 1,000 points, probably a bit more than that on the scale, if someone gets killed, and it just goes on and on and on. The most unrealistic thing about, in my opinion, about the way that Asimov did his stuff was the way that things go wrong and then get fixed, right? Most of the time, if you have a superintelligence that is doing something you don't want it to do, there's probably no hero who's going to save the day with cleverness.